Et nous voilà en ligne. Pour le premier stream de l'année 2023, je vérifie que tout est en ordre. Sur Twitch, qu'on me voit bien. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais parfait. Ça fait quelques temps que je m'étais pas connecté. Hop. À Twitch, je comptais reprendre les streams un peu plus tôt, mais le mois de janvier a été particulièrement chargé en termes de travail, en termes d'événements, donc je n'ai pas pu faire ce que je voulais comme je le voulais. Mais je suis content de pouvoir reprendre ça, même si ça risque dans les semaines qui viennent d'être un peu plus irrégulier, puisque j'ai encore pas mal de projets en cours, mais je suis content d'y retourner. Et Bergamote est toujours là derrière, sur son petit plaid, en train de dormir. Et donc, pour le thème de ce soir, j'ai eu envie de parler de disparition. Ce qui est un peu... comment dirais-je ? Un peu atypique parce que je réapparais, mais je parle de disparition. Puisque c'est une thématique qui m'a occupé et qui m'occupe encore ces derniers temps dans le cadre de mon travail universitaire. Je me suis intéressé ces derniers temps à ce qu'on appelle les linguistiques de la disparition, qui est, à ma grande surprise, quelque chose qui n'a pas encore été totalement exploré à l'université. Dans le milieu académique, en linguistique, on s'est beaucoup plus intéressé aux apparitions, qui est un phénomène qui apparaît davantage, qui est beaucoup plus lisible et visible. Hein, on étudie, on analyse l'apparition de nouveaux mots, de nouvelles formes grammaticales, de nouvelles pratiques, de nouveaux discours, ce type de choses. C'est très bien, je l'ai fait moi-même pendant très longtemps. Surtout dans le cadre de la linguistique historique, où on essaye toujours de repérer à quel moment apparaît telle ou telle formule, tel ou tel tour, telle ou telle structure. Mais notre histoire linguistique, l'histoire linguistique en général, est aussi constituée de disparitions multiples, de mots, de termes, de formules qui sortent de l'usage, qui sortent de la langue. Et finalement, on s'est moins intéressé aux mécaniques de ces disparitions. C'est-à-dire qu'on les observe, on les considère, mais on les prend souvent pour des épiphénomènes, comme des choses qui arrivent, des dommages collatéraux, des formes anciennes doivent disparaître pour laisser la place aux nouvelles apparitions. Sauf que s'intéresser aux disparitions, c'est s'intéresser également à des structures, à des tours, à des phénomènes qui peuvent éclairer en retour des mécaniques linguistiques de plus long cours. Et c'est intéressant de s'intéresser à quelle façon, dans quelles conditions ces formes, ou les formes en général, disparaissent. Est-ce qu'il y a des facteurs déclencheurs qui invitent une forme à disparaître plutôt qu'un autre, et quels sont les endroits du système qui sont les plus touchés par la disparition, toute cette sorte de choses. Mais il y a encore pour l'instant que peu finalement d'études et d'ouvrages qui traitent de ces questions. Et donc j'ai décidé ce soir d'aborder du coup un article qui parle de ce type de phénomène. C'est sur un sujet que je travaille en ce moment assez avec des collègues à Caen. C'est la thématique de la disparition, et particulièrement de la disparition de l'infinitif antéposé en français. Alors c'est un phénomène assez atypique, assez rare, que l'on va parcourir. C'est un article écrit en 2015 par une chercheuse du nom de Salveson. Je ne crois pas en avoir déjà parlé dans le cadre de ces streams, spécialiste de l'histoire de la langue française. Et c'est un article qui est aux pages
320 d'un livre paru en 2015 sous la direction, enfin sous le contrôle éditorial de Claire Badiou-Montferrand et de Thomas Verjean, et qui s'appelle « Disparition, contribution à l'étude du changement linguistique », qui est paru à Honoré Champion. C'était suite à un colloque qui avait été organisé par cette chercheuse, ce chercheur sur cette thématique. Et toutes les contributions sont particulièrement intéressantes dans cet ouvrage. C'est un ouvrage que finalement j'ai eu du mal à trouver. Et donc je n'avais pas vraiment entendu parler jusqu'à présent, ce qui m'a quand même surpris. Mais ça va être l'occasion de revenir sur cette problématique intrigante de cet infinitif antéposé. Donc comme toujours, je vais parcourir l'article, faire des commentaires. Si jamais des personnes se trouvent en ce moment sur le chat et veulent intervenir ou veulent poser des questions, n'hésitez pas, hein. Je ne sais pas s'il y a des spectateurs ce soir, peut-être pas. Mais bon, même en l'absence de spectateurs, je vais néanmoins continuer mes contre-exaspérations viscostatiques. Je passe en speed pour t'envoyer de bonnes ondes, dit Bichette. Mais bien, merci. Merci pour le speed, ça me fait toujours plaisir. Parce que des gens viennent me faire un petit coucou dans le chat. Et puis si l'occasion prenait de revoir ce stream plus tard, il restera en replay pendant une semaine sur Twitch. Et je l'uploaderai sur ma chaîne YouTube après. Si jamais on veut m'écouter en faisant autre chose, en faisant cuire des pâtes par exemple, ça fait bouillir l'eau plus vite, j'ai remarqué. Donc ne pas hésiter. Donc commençons la lecture et le commentaire de cet article. Donc, la disparition de l'infinitif antéposé en français. Cet article vise à étudier une construction peu étudiée, et ça c'est le cas de le dire, on l'étudie en ce moment avec un collègue, et c'est vrai qu'on trouve que très peu de sources le concernant, celle de l'infinitif antéposé. Cet ordre des constituants a attiré notre attention lors d'un travail sur les constructions interrogatives, où l'on trouve souvent des tournures, telles que celle de 1, donc issue du Tristan de Thomas au XIIe siècle, ne sait que faire they, c'est-à-dire ne sait que faire doivent, je ne sais que faire. Cette construction n'est nullement réservée aux subordonnés interrogatifs. Elle se rencontre aussi bien et peut-être surtout à l'intérieur de propositions indépendantes. Alors, nous sommes en train de catégoriser le phénomène sur notre corpus avec le collègue. On a l'impression contraire concernant ce que l'on observe, que c'est une construction que l'on rencontre davantage en subordonné que dans les principales, mais c'est peut-être dû aussi à un effet de corpus. En ancien français, cet infinitif antéposé est loin d'être rare. Là encore, la question de la rareté du phénomène est à discuter, mais c'est vrai qu'en tout cas dans l'ancienne langue, on le rencontrait davantage. Je suis de modé sur une chaîne où ça peut vite se barrer en cacahuète, ça reste un stream anarchiste, donc c'est chill. Je vais avoir plus du... Ah bah oui, effectivement, si le devoir vous appelle ailleurs, il vaut mieux que vous soyez à côté. Bon, bonne modération, et puis j'espère que ça ne cacahuètera pas trop. On sait pourtant qu'il n'existe plus en français moderne. Alors c'est vrai que ça c'est une structure qui n'est plus productive en français moderne, mais on en a trace. Merci, bonne soirée à vous si je vous revois pas. Bon courage. C'est vrai que la structure de cet infinitif antéposé n'est plus vraiment productive en français moderne, mais on peut encore la rencontrer dans certaines structures plus ou moins figées. Moi notamment en français on a l'expression autant que faire se peut, qui est une relique de cet ancien ordre en fait. À ma connaissance c'est vraiment l'une des rares endroits où on peut encore la trouver cette structure. Nous allons refaire l'histoire de cette construction depuis ses premières attestations jusqu'à sa disparition à la fin du moyen français. La question fondamentale est de savoir pourquoi elle a disparu. Évidemment, l'envers de cette question est tout simplement quelles étaient les conditions qui permettaient son existence en ancien et en moyen français. Donc là, vous voyez, on commence à parler de disparition, mais de suite, on parle d'apparition. Donc c'est les deux faces d'une même médaille, quoi. Mais c'est vrai que la façon dont on aborde cet angle détermine un certain nombre de paramètres d'analyse par la suite. Nous allons regarder la construction de plus près tout d'abord, ensuite nous allons émettre 3 hypothèses qui peuvent expliquer son histoire, ensuite nous allons examiner la structure de plus près, est-ce que l'infinitif antéposé
Est-il possible que l'infinitif antéposé ne soit qu'un reflet de traits plus fondamentaux de la langue ancienne? Cette étude est fondée sur 4 fichiers différents, tous basés sur des recherches dans la base de données du Corpus de la littérature médiévale, CLM, qui comprend plus de 800 textes d'anciens et de moyens français. Le premier fichier registre les occurrences des verbes faire et dire antéposés au verbe modaux et comprend un total de 412 exemples. Les données peuvent donc nous fournir des informations en ce qui concerne la construction en cause. Le deuxième indique toutes les occurrences de l'infinitif dire, antéposé et postposé, dans 6 textes de la fin du XIIe siècle et du XIIIe siècle, à savoir 2 textes de prose et 4 en vers. Il s'agit plus précisément d'un côté du roman de Tristan en prose et du Mort Arthur, la mort du roi Arthur, de l'autre côté Cligès, la continuation de Perceval de Gerbert de Montreuil, la première continuation de Perceval, manuscrit T, et le roman de Renard. Le fichier contient 385 exemples de prose, 333 exemples de vers, donc 718 au total. L'avantage du fichier est qu'il peut indiquer la fréquence relative de la construction à infinitif antéposé, et l'on peut étudier les contextes qui semblent favoriser un tel ordre des mots. Ce fichier nous permet de faire une étude synchronique détaillée. Le fichier 3 constitue une sélection du fichier 4. Ce dernier a été établi afin d'étudier des constructions à double objet, et les verbes en question sont avant tout trivalents. Il y a pourtant bon nombre de verbes causatifs aussi et perspectifs dans le fichier. L'étude n'est pas restreinte à certains verbes, par exemple dire ou faire, même si d'expérience ce sont ces verbes-là que l'on rencontre les plus fréquemment dans ce type de construction. La combinaison des deux fichiers nous donne d'une part un aperçu diachronique, d'autre part cette combinaison nous fournit une connaissance plus profonde de la fréquence relative de cette construction, et on peut comparer les données à celles du fichier 2, qui est ainsi une sorte de groupe contrôle. Le fichier 3 fournit des informations sur les verbes dont l'infinitif peut précéder l'auxiliaire, si tant est qu'il existe des restrictions. Le fichier 3 contient 371 exemples, 5165 dans le fichier 4. Donc voilà un tableau récapitulatif des différents fichiers de travail. Donc, quelles sont les statistiques ? Les glaçons de mon verre se sont tous collés les uns aux autres. Les fichiers nous permettent d'emblée de commenter la fréquence de ces constructions. Je suis désolé, j'ai eu très soif toute la journée. J'essaye de m'hydrater comme je peux. Dans le fichier 2, l'infinitif est antéposé au verbe auxiliaire dans 57 des cas, soit 8%. Si on isole les constructions... Excusez-moi. Si on isole les occurrences des constructions à l'infinitif, du fichier 4, on trouve que l'infinitif est antéposé dans 371 et 772 occurrences, soit 48% des constructions à l'infinitif, un écart remarquable. Une explication possible est que le CLM contient plus de textes en vers qu'en prose, et que le fichier 2 est fondé sur une sélection où la moitié des exemples sont enlevés des textes en prose. Nous allons aussi voir que l'apogée de cette construction était postérieure au XIIIe siècle, ce qui peut aussi expliquer l'écart. Les données du fichier 2 indiquent en quelle mesure la construction semble être liée au langage poétique. Seulement 12 des exemples de ce fichier ont été enlevés des textes en prose, soit 3,1% de toutes les occurrences de dire. En vers, 45 exemples, soit 13,5%. C'est vrai qu'on observe également de notre côté que le vers invite davantage cette antéposition, sans doute pour des contraintes rythmiques et de rime. Mais il est difficile d'être absolument certain ici en l'absence de données complémentaires. Dans ce qui suit, nous allons nous fonder sur les données du fichier 2, étant donné que les exemples de prose et de vers sont également distribués en ce fichier. Et puis ensuite, nous allons utiliser le fichier 3 pour une présentation diachronique. L'infinitif antéposé est rare, mais pas si rare qu'il faille l'interpréter comme fautif de la part du copiste. Il peut être antéposé non seulement aux verbes modaux tels que pouvoir, vouloir et devoir, mais encore aux verbes impersonnels tels estevoir, falloir et devoir, mais encore estevoir, falloir et convenir, aux verbes de perception comme ouïr et aux verbes causatifs comme faire et laisser. Outre les verbes auxiliaires qui figurent ici,
Il y en a un bon nombre d'autres qui peuvent apparaître avec un infinitif. Au total, le fichier 2 contient 30 verbes différents conçus avec dire. Dans ce qui suit, nous allons utiliser le terme de verbe auxiliaire pour désigner tout verbe qui peut prendre un infinitif comme complément. Donc, ce ne sont pas des auxiliaires comme être ou avoir, mais plutôt des semi-auxiliaires, comme on le dit encore. Les verbes modaux. La majorité des infinitifs antéposés figurent dans des constructions à verbe modal. Ça correspond à nos propres observations. Parmi ces derniers, le verbe vouloir est le plus courant, avec dire antéposé dans 10% des cas. Or, l'antéposition est aussi courante avec devoir, qui est précédé de l'infinitif dans 8,3% des cas. Donc par exemple, sire fait-il dire vous veuille, hein. Monsieur fait-il dire vous veut, je veux vous dire, ton renard. Amorce, amorce, j'ai contre vous dit parole que jamais dire ne dusse. Hein. Amour, amour, j'ai contre vous dit telle parole que jamais dire ne dusse, que jamais je n'aurais dû vous dire. Ou bien, ça c'est dans le Tristram prose, et dans le Perceval, dire peu qu'il est vie, que mal conversé y fit, dire pu qu'il est vie, que mal resté y fit, qui aurait les vus, qui les aurait vus, aurait pu dire qu'il n'aurait pas dû y rester. Donc on a une répartition hein, qui est assez intéressante, hein, alors qui peut effectivement être assez faible en prose, comme on le voit ici, hein, où on n'atteint pas les 3%, mais quand on est sur l'intégralité des occurrences, on voit que l'on est entre 6 et 10%. Donc ce n'est pas rien non plus pour la période. Hein. Ce n'est pas un phénomène qui est non plus particulièrement discret. Les semi-auxiliaires. Par semi-auxiliaires, nous entendons des verbes qui sont surtout aptes à fonctionner comme des verbes pleins, mais qui peuvent, dans certains contextes, assumer le rôle d'auxiliaire. Dans notre fichier, il s'agit des verbes oser et savoir. L'antéposition de l'infinitif n'est pas rare avec ces verbes, mais elle est plus courante avec oser qu'avec savoir. Donc, par exemple, hein, dans le Perceval, de l'autre assez bien dire l'ose, hein, de l'autre assez bien dire je l'ose, hein, j'ose bien dire assez de l'autre, ou encore, et demain dire me saurait le mieux que penser en aurait. Hein, et demain vous saurez me dire vos meilleures idées dans Cligès. Donc là encore, hein, on voit que le phénomène est finalement assez peu représenté en prose, mais quand même, hein, il est entre 2 et 3% versus, hein, et on est entre 9 et 12% sur l'intégralité des occurrences du verbe dire. Les verbes de perception sont susceptibles de prendre un infinitif comme complément. Or, c'est surtout avec le verbe ouïr que l'on a des exemples avec dire. Hein, oui dire, si je puis dire. C'est bien possible que ouïr et dire aillent de pair et qu'un autre verbe à l'infinitif ait produit d'autres résultats avec d'autres verbes de perception. Il est indiscutable que le verbe ouïr, disparu du français, a néanmoins survécu dans l'expression oui dire. Mais du coup avec un ordre auxiliaire infinitif. Donc, par exemple, Seigneur, ainsi fut attorné les cons, comme vous dire moé. Hein, messieurs, ainsi fut arrangé le conte comme vous dire m'entendez, comme vous m'avez entendu le dire. Et là encore, hein, aucune occurrence en prose, 4% de l'ensemble des verbes dire antéposés. Les verbes causatifs sont par excellence ceux qui impliquent que le sujet logique de l'action ne se confonde pas avec le sujet du verbe auxiliaire. Hein. Donc je dis je fais manger ma sœur. Hein. Il y a une différence entre qui mange et qui la fait manger. Ce groupe est composé des verbes faire et laisser. Donc par exemple, Cligès par quelle intention je suis tout vôtre me dit, s'amour dire ne les fit. Cligès par quelle intention je suis tout vôtre me dit, si amour dire ne lui fit. Dans quelle intention Cligès m'aurait-il dit je suis le vôtre, si l'amour ne le lui avait pas fait dire. Là encore, aucune occurrence en prose, hein, et on a entre 7 et 4% avec une absence pour le verbe laisser. Pas de laisser dire. Bien que le nombre d'exemples soit très limité, il semble que l'infinitif soit plus difficilement antéposé ici qu'auprès d'autres verbes auxiliaires. Il est possible qu'il soit plus difficile de changer l'ordre des mots, étant donné que la structure de ces énoncés est très complexe. On peut envisager la structure de la manière suivante. Hein. On a un sujet, faire et laisser, donc le verbe causatif, sujet plus infinitif, hein. Donc le sujet au nominatif, faire plus laisser, plus le sujet au datif, plus l'infinitif. Le sujet de faire laisser est au nominatif, alors que le sujet de l'infinitif est réalisé comme un complément d'objet indirect au datif, qu'un régime en ancienne langue, en ancien français. Cette structure a subsisté en français moderne. Il lui a fait avaler la pilule.
Si l'infinitif est difficilement antéposé, c'est peut-être que l'antéposition de l'infinitif implique la séparation de l'infinitif de son sujet logique. Il est possible que là, effectivement, il y ait des contraintes actentielles sur la répartition des rôles de l'action de chaque verbe qui est influencée d'une certaine organisation syntaxique. Verbe de contrainte. En ce qui concerne tous les verbes présentés jusqu'ici, l'antéposition de l'infinitif est limitée et associée au texte en vers. Force est donc de souligner qu'il n'en est pas ainsi avec les verbes convenir et estorvoir ou falloir, qui semblent préférer des constructions à infinitif antéposées. En 8a, l'infinitif est précédé de la préposition a, souvent employée comme indice d'infinitif, sans que cela soit la norme. Ce qu'on appelle l'indice d'infinitif, encore le déterminant de l'infinitif, parfois dans certaines grammaires. Donc par exemple, Eli Giant dit « Cela métier, à dire te convient la sénéfiance, ou tu yes mors ». Et le géant dit « Cela besoin, à dire te convient, la signification, tu seras mort ». Ou bien, si on traduit cette phrase du Tristan, et le géant dit « Cela n'a pas d'importance, il te faudra en dire la signification, ou tu seras mort ». Les géants, c'est notoirement connu, sont assez combinatoires dans leurs injonctions. Ou bien encore donc l'igès, autrement dire le m'est tué, autrement dire le me faut, il me faut le dire autrement. Là encore, on voit peu d'occurrences finalement, mais voilà, des proportions assez intéressantes. Il faut noter que les deux verbes sont impersonnels. En l'ancien français, l'emploi du sujet dit apparent n'est pas encore la norme. Donc ça, c'est un phénomène de syntaxe que l'on connaît assez bien dans les langues, et notamment en français. Et pas que, on peut distinguer ce qu'on appelle le sujet réel et le sujet apparent. Le sujet apparent, c'est un sujet qui remplit la place syntaxique de sujet, mais qui est un pronom référentiellement vide, c'est une béquille syntaxique, un outil qui est là exclusivement parce que la langue, et notamment la langue française, exige que la position sujet soit généralement saturée par un élément pronominal, à minima. C'est ce que l'on a dans des verbes impersonnels du type il faut, où il ne renvoie à rien de particulier, ou les verbes dits météorologiques, du type il pleut, il neige, etc., où ce il est impersonnel, non référentiel. Donc ça s'oppose au sujet réel, qui lui est un pur objet référentiel, chargé, qui peut être substitué par un groupe nominal en particulier. Si la phrase en ancien français n'est pas introduite par un adverbe, la première position est vacante, il semble donc que cette position puisse facilement être occupée par l'infinitif. Donc ça a été une hypothèse qui a été souvent avancée dans la littérature, et notamment dans l'étude de construction similaire dans les langues germaniques et islandaises, puisque l'antéposition de l'infinitif a aussi été observée dans ces langues. Et l'une des explications qu'on donne, c'est qu'en l'absence de sujet, l'infinitif va alors remonter à la gauche du verbe conjugué. C'est envisageable, mais nos propres études montrent qu'il y a sans doute de la nuance à apporter à cette hypothèse positionnelle qui est élégante, certes, pratique, ad hoc, mais qui n'est peut-être pas systématiquement applicable. Donc là encore, on continue nos études pour voir ce qui se passe. Qu'en est-il des compléments? Évidemment, dans les cas où l'infinitif est un verbe transitif, il peut prendre des compléments. Quoique l'ancien français soit une langue à SVO, il arrive que ce complément soit placé devant l'infinitif. Alors l'ancien français n'est pas strictement une langue SVO, c'est une langue à tendance V2, assez bien noté, comme en allemand contemporain, le verbe est en deuxième position. C'est vrai que l'ordre SVO va très rapidement se répandre à compter du XIIIe siècle dans les textes, mais encore dans les textes un peu anciens, ce qu'on appelle à proprement parler l'ancien français, l'ordre n'est pas strictement SVO. Donc là, on avance peut-être un peu. Ça dépend des textes et il y a encore des discussions, mais voilà, il y a un peu de prudence au niveau typologique ici à dire que l'ancien français est SVO. Il en exhibe les traces très précoces de montrer que c'est une évolution vers laquelle il va effectivement tendre, mais il n'a pas encore accompli cette transformation. Peu importe si l'infinitif se trouve avant ou après l'auxiliaire, donc il peut toujours être précédé de son complément. Dans Pelham, qui est un peu plus tardif, 14e, nul mot dire ne pouvait, nul mot dire ne pouvait, je ne pouvais rien dire. Curieusement, dans le fichier 2, il n'existe aucun exemple où le complément suive l'infinitif.
Ce qui est d'ailleurs surprenant étant donné que l'ordre non marqué du verbe et de son complément est du type verbe-objet. Cet ordre est pourtant attesté dans le fichier 3, dans le Roland, 11e siècle, donc la chanson de Roland. L'Ireis crei Dieu faire volte son service, le roi croit Dieu faire veut son service, le roi croit en Dieu et veut le servir. Quel type de phrase? On trouve l'infinitif antéposé aussi bien dans les propositions indépendantes que les subordonnées. Dans le fichier 2 où 57 des cas présentent l'infinitif antéposé, les phrases subordonnées et les indépendantes sont quasiment également réparties. 25 des exemples ont été enlevés dans des subordonnées, 32 apparaissent dans les indépendantes. Parmi les subordonnées, il s'agit avant tout des subordonnées de conditions, introduites par si, ainsi que des relatives. Ayant regardé les environnements, où on trouve l'infinitif dire antéposé au verbe auxiliaire au XIIIe siècle, il est intéressant de noter que la construction est attestée dès les premiers textes, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au XVIe siècle. C'est vrai que lorsqu'on regarde ce qui se passe dans l'histoire de la langue, la structure semble disparaître entre le XVe et le XVIe siècle, avec, il est intéressant, et ça correspond à nos propres observations, il y a un pic, une recrudescence entre le XIVe et le XVe siècle. Qu'on a encore un peu de mal à expliquer. On pense que c'est dû peut-être à une sorte de relatinisation factice de la langue. Les auteurs essayent d'imiter un style un peu plus latinisant, un peu plus latin, ou du moins ce qu'ils pensent être un style latin dans lequel cette antéposition serait un peu plus fréquente. On va en discuter jusqu'après, même si c'est largement peut-être exagéré là encore, mais il se passe quelque chose sur cette période-là qui fait que tout d'un coup la structure jouit d'un regain de popularité avant de disparaître très vite. Elle disparaît, on ne la retrouve plus, à part dans des tours vraiment figés, normés. Bon. C'est dès lors notable, et c'est pas le seul endroit de la langue où on observe ça. Les phénomènes de relatinisation de la langue sur cette période sont assez bien attestés au niveau syntaxique, particulièrement, et donc ça attire vraiment l'attention. Je l'avais observé pour d'autres phénomènes, l'expression du sujet, sur la syntaxe des relatives, il y a vraiment un effet de mode à cette période-là, lié peut-être plus ou moins à la révolution humaniste, ou à la redécouverte des textes de l'Antiquité. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours intéressant de noter sur cette période qu'il se passe quelque chose. Pour obtenir une connaissance plus profonde de ce phénomène, il faut non seulement regarder la distribution diachronique d'un phénomène, mais encore examiner sa distribution relative. Le décalage entre le XIIe et le XIVe siècle peut tout simplement remonter au fait que le nombre des textes est plus grand au XIVe qu'au XIIe. En utilisant le fichier 3 où on a isolé toutes les constructions à l'infinitif, on trouve pourtant que l'apogée de l'infinitif antéposé était au XIVe siècle avec 10% des occurrences. Là on voit bien, c'est-à-dire que à partir d'un état à 7%, on diminue, puis tout d'un coup, hop, on remonte, et puis, ça s'écroule brutalement. C'est plus ou moins les chiffres qu'on observe également de notre côté, sur notre corpus. C'est très bizarre. Comme si avant de disparaître totalement, il y avait une sorte de dernier sursaut de la structure, une sorte de chant du cygne, et puis tout d'un coup, ça disparaît. Ça m'étonne. C'est très intéressant pour l'analyse diachronique, puisque on a tendance à voir l'effet de diachronie et l'effet d'apparition notamment comme étant des histoires de montée progressive, c'est-à-dire qu'une nouvelle forme apparaît, puis se répand et puis devient majoritaire, alors que la forme en concurrence, elle, a tendance à suivre le cheminement inverse. C'est ce que l'on appelle généralement un changement en courbe sigmoïde, ou en courbe en S-curve, qui est le modèle le plus fréquemment employé pour expliquer ces phénomènes, et qui s'observe d'ailleurs assez bien, généralement dans les textes, mais vous avez un certain nombre de phénomènes, et généralement des phénomènes assez discrets, ou du moins un peu plus périphériques, qui n'engagent pas la syntaxe générale du système, puisque l'antéposition de ce type d'infinitif ou de complément est très limitée dans le système de la langue française, où vous observez davantage des sursauts et des plongeons assez majeurs. Alors, c'est peut-être lié tout simplement au texte que l'on étudie et que l'on a découvert, et que si on avait un corpus
un peu plus vaste, un peu mieux échantillonné, peut-être que cet effet-là serait différent. Mais plus on avance et plus on rajoute de texte et plus on étudie ce phénomène, plus ça conforte les observations premières. Donc c'est ça qui est intéressant, de voir qu'il y a quelque chose qui se passe à côté des événements de grande ampleur systémique qui engagent vraiment tout le système linguistique en tant que tel. Les phénomènes un peu plus marginaux, quant à eux, ont des vies très différentes en discours, dans l'usage. Donc voilà, il y a encore des choses, je pense, à dire au niveau des rythmes des changements linguistiques à explorer. Donc, quelles sont les hypothèses pour expliquer cette structure? Donc, première hypothèse, souvent dite, réminiscence du système latin. Ça, c'est généralement celle qu'on trouve le plus souvent. Une explication possible est de dire qu'il s'agit d'une structure à verbe final, calquée sur le latin. C'est vrai que le latin, même si l'ordre des mots en latin, et notamment en latin classique, est relativement libre, bien qu'il ne soit pas indifférent, on observe une tendance assez forte en latin à avoir des structures à verbes finaux, notamment dans les subordonnés. C'est un ordre que l'on rencontre encore une fois en allemand contemporain, hein, très régulièrement, mais globalement, le latin exhibe une tendance au V, hein, plutôt que VO, même si les ordres se rencontrent. Donc si on regarde les serments de Strasbourg, 842, on retrouve effectivement cette structure-là. Hein. Si comme on peut droit son fradra saluardift, hein, si comme homme par droit son frère sauvé doit, hein, de la manière dont un homme doit aider son frère, là on voit bien hein, cette structure hein, qui est effectivement assez latinisante. C'est le type de structure que l'on rencontrerait chez Cicéron par exemple, sans difficulté particulière. Les serments de Strasbourg ont une syntaxe fortement influencée par le latin, ça c'est vrai. Les phrases ont une tendance à être terminées par le verbe, ce qui est typique de l'ordre des mots en latin, c'est vrai également. Hein. Si vous avez fait du latin au collège ou au lycée, on a dû vous dire ça, hein, d'aller chercher le verbe plutôt vers la droite, la périphérie droite de la phrase. On trouve aussi la construction infinitive antéposée dans les textes en latin classique, hein, donc par exemple dans le Rustica, hein, Diligens vinitor restituer debet, hein, le viticulteur diligent doit restituer la vigne, hein, parce que sinon le géant va lui gueuler dessus. Or, il semble peu probable qu'une construction puisse subsister jusqu'au XVIe siècle, tout simplement parce que le latin était une langue à verbe final et que le latin était une langue de prestige. C'est vrai que là, on peut se demander quand même quelle est l'influence du latin, surtout à une époque où la pratique du latin pouvait être parfois un peu irrégulière. Notons au demeurant que l'antéposition de l'infinitif n'implique pas forcément que le verbe auxiliaire soit en dernière position. Par exemple, et l'état dire lui vouliez de notre fait, l'état dire lui voulait de notre fait. Vous voudriez lui raconter l'état de notre sort. Bon. Il est probable que les racines de la construction antéposée viennent du latin classique. Nous soutenons pourtant qu'il faut que la langue française de l'époque ait des structures adéquates afin de pouvoir retenir cette construction. Ça, c'est également un autre aspect. Il y a vraisemblablement une influence latine, y compris sur cette période du 14e, 15e, un phénomène de relatinisation factice de la langue. Il y a sans doute une influence. Et les copistes et les scribes de l'époque médiévale étaient versés dans la langue latine qu'ils pratiquaient. C'était un latin clérical, un latin médiéval, hein, religieux, qui s'éloignait par bien des endroits déjà du latin classique de Cicéron, de Plaute ou que sais-je. Mais cette structure n'aurait pas pu se répandre et demeurer si la langue française n'avait pas elle-même de quoi l'accommoder à cette période-là. Hein, on ne peut pas intégrer dans une langue aussi facilement que des mots de lexique des éléments grammaticaux d'une autre langue, fût-elle un substrat. Ça s'observe et ça se voit, hein, il y a des cas d'emprunt, d'échange, d'influence morphosyntaxique, mais c'est rare et c'est conditionné d'une façon assez particulière dans l'histoire des langues, et donc on ne peut pas s'amuser à tout reprendre comme ça. Ça doit répondre quand même à des contraintes particulières. Donc, deuxième hypothèse, disparition de la structure monophrastique. En ancien moyen français, les pronoms clitiques se rattachent au verbe modal au lieu de se rattacher à l'infinitif. Ceci tranche sur le système moderne où les clitiques doivent précéder l'infinitif. Hein, ça a été assez bien étudié. Hein. Voir, dit Guillaume, bien le vous doit compter. Hein. Vrai, dit Guillaume, bien le vous doit raconter. C'est vrai, je dois bien vous le compter.
En ancien français, les clitiques sont toujours rattachés au verbe modal, même dans le cas où l'infinitif est antéposé. Scellé ne le me devez pas, vous ne devez pas me le cacher. C'est une structure que l'on va rencontrer jusqu'en français classique, où l'on disait plus facilement « je le veux voir » plutôt que « je veux le voir ». La montée du clitique vers la droite s'opérera dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, on l'observait déjà auparavant, mais elle va définitivement se stabiliser dans la deuxième moitié du XVIe siècle, vraisemblablement pour rapprocher les compléments de la sphère actentielle du verbe dont les compléments dépendent. Dans « je veux le voir » versus « je le veux voir », le est un complément d'objet de l'infinitif et non pas du verbe modal. Donc il y a une tendance à le remonter. Il y a eu énormément de littérature dessus, puisque c'est un phénomène quasiment unique dans l'histoire des langues romanes. Et il y a encore beaucoup de mystères sur les mécanismes exacts de ce déplacement au niveau syntaxique. Et donc il n'y a pas d'exemple où l'infinitif antéposé est précédé de clitique. On pourra considérer que c'est la disparition de cette structure monophrastique qui a barré la possibilité d'antéposer l'infinitif. Ceci s'avère cependant faux, comme il y a bon nombre d'exemples où le participe d'étant composé est antéposé de la même manière que l'infinitif. Donc là, il n'y a pas de lien de cause à effet ici. Alors, on compare ici l'antéposition de l'infinitif à l'antéposition du participe, comme dans comme dit et, qui est une tournure assez archaïque, qui a disparu en français moderne, mais qu'on retrouvait assez bien à l'époque. Ce sont effectivement deux antépositions qu'on a eu tendance à comparer très souvent dans la littérature, à tort à ce que l'on croit. Pour nous, de ce que l'on voit dans nos analyses, ce sont deux mécanismes franchement différents l'un de l'autre, qui gagnent à être étudiés séparément, malgré leur ressemblance de surface. La structure étant composée est monophrastique depuis les plus anciens textes. Les pronoms clitiques se placent avant le verbe auxiliaire, aussi bien en ancien français qu'en français moderne. Suef l'appelait, s'il y a de conseiller, doucement l'appelle s'il lui a conseillé. Ou bien, comme on le dit en français moderne, il te l'a dit plusieurs fois, avec le clitique donc qui se trouve avant l'auxiliaire, et non pas entre l'auxiliaire et le participe. Si la possibilité d'antéposer le participe passé ou l'infinitif était liée à l'existence d'une structure monophrastique, on s'attendrait à ce que cette antéposition soit toujours possible avec les participes, ce qui n'est pas le cas. On n'a pas vu tu m'as, on a toujours tu m'as vu. On peut donc rejeter l'hypothèse que l'antéposition soit licenciée par la structure monophrastique. Donc, autre hypothèse. Disparition du système V2. Là, c'est quelque chose qui nous semble plus prometteur de l'autre côté. J'émettrai l'hypothèse que la disparition de l'infinitif antéposé est directement liée à la disparition de la structure à verbe second. Il faut cependant définir V2, verbe second. Nous adoptons la définition proposée par Holmberg, qui dit que le caractère V2, donc phrase, langue dans laquelle le verbe est en deuxième position, structure syntaxique dans laquelle le verbe est en deuxième position, lorsqu'il est constitué de deux composants. D'une part, un nœud fonctionnel dans la périphérie gauche qui attire le verbe fini, il faut que ce soit une place fonctionnelle dans laquelle on peut trouver des compléments, et il faut que ce nœud soit précédé d'un constituant occupant une position de spécifieur, qui est une position particulière dans le cadre des représentations syntaxiques, dans lequel l'élément spécifieur, c'est lui qui va spécifier la catégorie grammaticale du constituant à la gauche. En dessinant un arbre syntaxique, cela nous donne la figure 6, où XP veut dire n'importe quel nœud, ou phrase dans la terminologie générative. Donc notre verbe fini est là, il est le spécifieur du groupe verbal, et ce groupe verbal est lui-même dans une phrase, un syntagme, dans lequel on va trouver un premier élément spécifieur directement à sa gauche. Cette définition a deux conséquences. V2 concerne seulement le nœud en question. Il n'y a qu'un seul élément qui puisse être déplacé à la position précédant le verbe fini. En revanche, les éléments qui ne sont pas déplacés à gauche, mais qui sont fusionnés directement sur place, sont permis devant le nœud en question. Dans les termes de la grammaire générative, le verbe d'une construction à V2 doit être déplacé au CP, ce qui s'appelle le CP, ce qui correspond grosso modo au champ préverbal, la périphérie gauche du verbe dans la terminologie structuraliste. Suite aux contributions
de Rizzi, on considère que le CP est constitué de nombreux nœuds. En faisant l'économie de la présentation, bornons-nous à constater que dans ce CP explosé, on trouve le nœud fin P à droite et un peu plus à gauche le nœud top P. Position top, position haute, fin, position basse. Donc on a une répartition de différents nœuds d'une façon linéaire. L'analyse va proposer ici que le verbe soit déplacé sous fin et que l'élément le précédent, bonsoir, bonjour, merci d'être là. Donc l'analyse va proposer que le verbe soit déplacé sous fin et que l'élément le précédent soit à spéc fin P, c'est-à-dire sous le spécifieur du nœud le plus à droite. Ceci est possible parce que les topiques ne sont pas déplacés mais générés in situ. Donc on a le topic qui est dans la position la plus haute, et puis on progresse progressivement dans les nœuds de la structure préverbale, jusqu'à aboutir au verbe fini qui se trouve donc dans le point le plus bas de cette périphérie, et un élément qui peut du coup apparaître dans le nœud qui le hiérarchise directement. Comme l'avait déjà souligné Foulet, le sujet pronominal en ancien français est le plus souvent omis quand un élément autre que le sujet précède le verbe fini. Cette omission du sujet pronominal est ce qu'on appelle l'emploi du pro. Dans la linguistique générative, il y a unanimité sur le fait que le sujet puisse être omis quand le verbe est monté sous fin et qu'il y a un XP qui le précède. On peut donc dire que s'il n'y a pas de sujet, l'élément précédant le verbe doit être l'élément qui remplit les conditions du V2. En ce qui concerne les constructions infinitives antéposées, la grande majorité d'entre elles n'ont pas de sujet explicite. Donc il y a une case vide dans l'arbre qu'il faut absolument remplir. On voit que le taux du non-emploi du sujet remonte jusqu'à 79%, encore plus si l'on regarde les exemples en prose. Il faut donc analyser le verbe comme ayant monté jusque sous fin 0, c'est-à-dire tout en bas. On note d'ailleurs que l'on trouve l'infinitif aussi dans les subordonnées, mais non pas dans n'importe lesquels. L'infinitif antéposé apparaît surtout dans les subordonnées relatives, ainsi que dans quelques subordonnées circonstancielles, où l'on trouve aussi le non-emploi du pronom sujet et l'ordre V2. Il faut aussi noter que le seul groupe de verbes semblant préférer l'infinitif antéposé à un infinitif postposé sont des verbes impersonnels, convenir et estovoir, falloir. Avant que le sujet apparent « il » ne devienne la norme, ces verbes imposent le déplacement de l'infinitif afin d'avoir un élément dans la première position de la phrase. Dès l'introduction et l'extension de ce pronom impersonnel, le déplacement n'est plus nécessaire. Alors là encore, c'est quelque chose que l'on remet en question dans notre étude, puisque on a beaucoup plus de cas avec des verbes non personnels, notamment des modaux, et l'expression du sujet, y compris dans le cadre des verbes personnels, qui ne sont pas impersonnels, à date plus récente, montre qu'il y a expression du sujet néanmoins. Donc il n'y a pas question de saturation de place. Il y a d'autres enjeux, et on pense davantage les enjeux informationnels, communicationnels, qui rentrent également en ligne de compte dans l'existence de cette structure, dans son usage. On pense que la raison syntaxique, même si elle peut justifier certaines positions a posteriori, ne peut pas à elle seule justifier toutes les occurrences que l'on observe a priori. Et donc, c'est là où il faut rajouter d'autres hypothèses de travail. Il reste donc une question, à savoir comment traiter les éléments qui peuvent précéder l'infinitif. Si l'infinitif joue le rôle de premier élément d'une construction V2, comment se peut-il qu'il ne soit pas toujours en première position? Il faut distinguer deux cas différents, à savoir quand le complément précède l'infinitif et quand ce dernier est précédé d'un sujet. Donc par exemple, quand il y a un complément, on peut trouver un complément à la gauche de l'infinitif. Une chose dire, vous veux. Je veux vous dire une chose. Bon. Comment expliquer la position de une chose si c'est dire qui remplit la tâche de précéder le verbe? Et faut-il analyser une chose comme un topic? Alors ça paraît difficile puisque une chose est un indéfini et que les indéfinis normalement ne peuvent pas être topiques. Nous proposons que les deux forment un seul constituant, donc une chose est dire, et qu'il ne soit pas nécessaire de chercher une justification de la présence du complément devant l'infinitif. Le processus de déplacer plusieurs éléments ensemble est connu comme un déplacement de reliquat, remanent movement. Cette analyse a été proposée pour l'ancien français, pour l'ancien italien et pour l'islandais. Donc il ne faut pas analyser une chose dire vous veut comme une chose dire vous veut, mais une chose dire vous veut.
Cette analyse implique que les compléments et aussi quelques adverbes peuvent être déplacés avec l'infinitif. Donc on pourrait trouver des structures du type « je le vous veux hein, », sous-entendu « je veux vous dire une chose ». Ça, c'est quelque chose qu'on est enclin à croire, à observer dans nos propres analyses. Ça nous paraît être une façon assez intéressante de résoudre cette difficulté. Précédé d'un sujet. Il y a effectivement des cas où l'infinitif est précédé du sujet. Mais je le nomme dire ne t'ose. Je n'ose pas te dire son nom. Étant donné l'analyse présentée ci-dessus, le non-dire est à considérer comme un seul constituant. Il semble pourtant bien justifié de considérer le sujet ici comme un topique plutôt qu'un sujet réel. On sait que le sujet ne devient rattaché au verbe que vers la fin du XIVe siècle, ou même à partir du début du XVe. On n'est pas non plus forcé à utiliser la forme « moi », mais on peut très bien se servir de « je ». En français moderne, la proposition donnerait « mais moi, je n'ose pas te dire le nom ». Nous allons analyser « je » comme un topique, équivalent à « moi » dans la langue moderne, fusionné devant l'infinitif et ne jouant aucun rôle par rapport à l'ordre V2. Ça, c'est très légitime, en sachant que « je », en ancien français, est encore un pronom tonique, comme « moi » en français moderne. On se rappelle le début du testament de François Villon, je François Villon, moi François Villon, ou dans des formes qu'on a conservées jusqu'à aujourd'hui, du type je sous-signé un tel. Bon. On a un jeu qui était encore accentué, donc il pouvait occuper la position de topique. Ça, c'est très légitime. On exclut mais qui est une conjonction et qui est en dehors de cette analyse V2 qui ne la concerne pas. Donc on a ne t'ose, le verbe, le non-dire qui est donc notre position à la gauche du verbe, et puis le topique, qui est tout en haut de notre structure. La disparition de l'infinitif antéposé, venons-y. Le français est en évolution rapide au Moyen-Âge. On a vu que l'apogée de l'infinitif antéposé était au XIVe siècle, juste au moment où le sujet perd son indépendance phonétique. Il cesse d'être tonique, accentué, il devient clitique, dépendant du verbe, il n'a plus d'accent propre. Quand on dit « je mange », on ne pourrait pas dire « je mange ». Bon, on dira « moi, je mange ». Adams défend la thèse que ce changement du statut du sujet pronominal a provoqué la chute du V2. Alors, là encore, c'est une expression qui est peut-être un peu forte, ça l'a sans doute accompagné, ça l'a sans doute invité à cette structure V2 à être modifiée, mais dire que ça l'a déclenché, c'est toujours périlleux de pointer un facteur dans l'évolution linguistique en disant là c'est ça qui fait évoluer la langue. D'expérience, ça ne se passe jamais tout à fait comme ça. C'est surtout un faisceau d'indices. Il y a vraisemblablement des indices qui sont un peu plus forts que d'autres, leur pondération montre qu'il y a sans doute des facteurs qui sont plus importants, mais on ne peut pas dire, on ne peut pas présenter d'explication univoque généralement. Mais c'est vrai que l'expression le changement de statut du sujet pronominal a joué vraisemblablement un fort rôle dans cette problématique. Donc pendant une courte période, on trouve le sujet pronominal intercalé entre l'infinitif et le verbe fini. Écoute que dire je veux, écoutez ce que je veux vous dire. Ce type d'exemple est attesté vers le milieu du XIVe siècle, ainsi qu'au XVe et XVIe. Elle apparaît donc au même moment que celui où le pronom sujet devient un clitique. Dès que le sujet apparaît en de telles positions, on doit postuler une réanalyse de la part du locuteur. Il n'est pas clair s'il s'agit d'une structure à V2 avec un sujet cliticisé au verbe ou bien d'une structure avec XPSV. Évidemment, la structure au début, une structure à V2, est réanalysée comme une structure à XPSV, comme le dit Adams. L'infinitif antéposé disparaît dès lors qu'il n'y a plus de position devant le verbe qu'il faille remplir. Le genre de déplacement que présente l'infinitif est une sorte de déplacement de dernière possibilité, last resort, et il n'est pas utilisé afin de mettre en relief le groupe verbal en question. C'est une simple opération pour éviter que le verbe apparaisse en première position. Dès que la langue utilise obligatoirement un sujet clitique, un sujet pronom clitique, V2 tombe et il n'y a plus aucune raison pour déplacer l'infinitif devant le verbe auxiliaire.
Donc pour conclure, l'infinitif antéposé est une construction assez répandue en ancien moyen français, d'usage croissant jusqu'au XIVe siècle. Il se trouve devant des verbes modaux, mais aussi devant plusieurs types de verbes prenant comme complément l'infinitif. Le déplacement de l'infinitif est une manière d'éviter que le verbe fini soit en première position de la proposition. Quand les pronoms sujets deviennent obligatoires en français, il n'est plus besoin de ce genre de déplacement, et avec la disparition de V2, l'infinitif antéposé disparaît pour de bon. Donc voilà pour cette conclusion de l'étude de cette structure assez atypique. Donc je redonne les références de cet article. Donc article de Christine Mecklenborg-Salvesen de l'Université d'Oslo, paru en 2015 dans l'ouvrage Disparition, édité par Claire Badiou-Montferrand et Thomas Verjean, aux éditions Lauré Champion, et que l'on trouve aux pages 303 à 320. Donc voilà pour cet article sur les phénomènes ce phénomène de disparition qui a finalement parlé davantage d'apparition et de structure que de disparition en elle-même, qui a été toute contenue dans la dernière partie de l'article. Mais c'est toujours la difficulté de ce type de sujet quand on travaille sur des articles scientifiques, c'est qu'on est souvent contraint par la taille. Généralement, ce sont des formats de 30 à 50 000 signes, bibliographie comprise. Et donc, quand on travaille sur des phénomènes assez rares, assez pointus, on se doit de l'expliquer, de l'introduire d'une façon suffisamment claire pour pouvoir l'analyser. Mais ce faisant, on perd de l'espace d'une façon assez notable, et on a quasiment plus le temps pour faire le reste des analyses. Mais voilà, en tout cas, c'est un phénomène assez intéressant de voir ce type de construction antéposée, qui est assez fréquent, et puis qui s'écroule tout d'un coup, pour différentes raisons. Alors, les explications que donne Salvesen dans son article, et son approche très syntaxique des phénomènes, nous semblent insuffisantes de ce que l'on observe avec nos propres données et notre propre compréhension de la structure. Et comme je disais plus tôt, on pense que à côté de cette explication syntaxique, il y a vraisemblablement des aspects pragmatiques, communicationnels, informationnels qui jouent également sur son déploiement. C'est-à-dire que la valeur informationnelle de l'élément antéposé à l'infinitif n'est pas anodine, et le cadre de la grammaire générative et de la syntaxe formelle n'est pas suffisante, n'est pas satisfaisante, il nous semble, pour analyser ce type de structure. Et qu'il faut aller vers quelque chose d'un peu plus, qu'on appelle plus au rythme de l'énoncé, à la façon dont l'information se répartit pour pouvoir vraiment aller jusqu'au bout des phénomènes. Bon. Mais c'est un travail qui est encore en cours, nous espérons le publier d'ici, je ne sais pas, peut-être d'ici quelques mois. On va communiquer dessus dans quelques semaines, mais d'ici là, on voulait vraiment mettre l'accent sur les autres hypothèses que syntaxiques sur ce phénomène en particulier. Là ça faisait... J'avais oublié le plaisir que je pouvais avoir à faire ce type de petits commentaires d'articles et d'essayer de le déplier, de l'expliquer. D'essayer de le faire comprendre. Ça change de mes activités académiques et puis des autres opérations de vulgarisation que je mène par ailleurs sur mon site de vulgarisation ou ailleurs, enfin bon, voilà. Bref, on va continuer notre petit parcours. Hop. En lançant le jeu de ce soir pour notre deuxième partie.
puisque nous allons nous intéresser au thème de la disparition par l'intermédiaire de Tetris et Dr Mario. Alors, je vais baisser un peu ici, parce que je crois que c'était très fort. Hop, désolé pour le son. Je crois que je n'ai pas rejoué à cette à ce jeu depuis sa sortie, je pense. Depuis 1994. C'est un jeu que j'ai physiquement derrière moi dans ma ludothèque et que j'avais acheté, ou que mon frère avait acheté peut-être. À l'époque, c'était la période où nous étions particulièrement fanatiques de Tetris et de Dr Mario sur NES. Et donc lorsque nous avons appris, lorsque nous avons vu en magasin qu'il y avait effectivement un jeu qui combinait ces deux puzzle games, c'était le paradis pour nous. Alors c'est une version de Tetris et de Dr Mario, il me semble, qui est peu connue. C'est vrai qu'il est sorti finalement assez tard dans la vie de la Super Nintendo, il date de 94. Et il n'apporte pas grand chose sur la table au jeu. Il y avait déjà plusieurs versions de Tetris sur le Super NES, pas de Dr Mario en Europe et aux États-Unis, en revanche, il me semble, sur Super NES. Donc c'était un plaisir de retrouver ces jeux sur notre console. Alors, la présentation est très minimale. Et c'est vraiment une cartouche de collection, comme vous le voyez. On a Tetris dans le mode NES, qui a été l'un des jeux les plus populaires de la NES à l'époque. La version Dr Mario, version NES également. Et puis, ce qui est intéressant, il y a un mode Mixed Match, où l'on joue aux deux jeux simultanément, si l'on peut dire. C'est-à-dire que l'on va passer de l'un à l'autre, au fur et à mesure des scores, au fur et à mesure du temps. Alors en revanche, le problème du mode Mix Match, hélas, c'est qu'il est deux players exclusivement, deux joueurs exclusivement, et donc on ne peut pas jouer avec un joueur de l'ordinateur, hélas. C'est un point aveugle de ce mode de jeu. Mais ça reste très sympa malgré tout, et donc l'objectif c'est de faire un maximum de scores. Bon, on va, hop, relancer le jeu, et puis on va jouer un peu à Tetris, un peu à Dr Mario, pendant que je partage quelques petites réflexions sur la notion de disparition. On va laisser la musique habituelle et on va commencer notre partie. Alors je pense qu'il n'est pas besoin de présenter Tetris, qui est l'un des jeux les plus populaires de l'histoire des jeux vidéo, aux côtés de Pac-Man, aux côtés de Space Invaders, aux côtés de je ne sais pas moi, de Donkey Kong. Jeu qui nous vient de Russie, créé par Alexei Pajitnov, un ingénieur russe. Le jeu a été l'une des rares choses culturelles qui ait traversé le mur de fer et les frontières de l'URSS en pleine guerre froide, tant et si bien qu'à l'époque, d'ailleurs, on raconte que la CIA et le FBI s'étaient demandé s'il ne s'agissait pas d'un plan des services secrets russes pour faire baisser la productivité occidentale, étant donné que tout le monde devenait accro à ce jeu de puzzle. Bon. Tetris, c'est par excellence le jeu de ma génération, je pense. Comme Pac-Man ou Pong l'ont été pour les générations antérieures, Tetris, c'est l'un des premiers jeux vidéo auxquels je me rappelle avoir joué quand j'étais petit.
à la fin des années 80, au tout début des années 90. Et c'était un jeu qu'on trouvait absolument partout, et je pense qu'aujourd'hui encore, ça doit être l'un des jeux, si ce n'est le jeu, qui a été porté sur toutes les consoles et supports de l'histoire de l'informatique. Je ne pense pas qu'il y ait eu une machine qui ait échappé à la folie Tetris. Bon. Le but de Tetris, je le rappelle malgré tout très rapidement, on nous propose des barres composées de 4 petits blocs, inspirés des Tetronimo, d'où le nom de Tetris. Et l'objectif est donc de faire des lignes dans cet espace rectangulaire. À chaque fois qu'une ligne est complétée, elle disparaît. On peut en valider plusieurs à la fois, comme vous venez de le voir, pour gagner plus de points. Le maximum que l'on peut faire étant 4 lignes simultanément, ce qui s'appelle alors un Tetris. Et la vitesse du jeu augmente progressivement au fur et à mesure de nos réussites. La version que je joue là, la version de Tetris que je joue là, est une version standard, on va dire, du logiciel, puisqu'il y a eu quelques petites modifications au fur et à mesure de certaines petites subtilités de gameplay qui créent vraiment des écoles de Tetris parmi les joueurs de haut niveau. Vous avez ainsi différentes façons de verrouiller les pièces. Vous avez possibilité parfois de les verrouiller jusqu'au dernier moment dans certaines versions du jeu afin de les faire coulisser dans des interstices que d'autres versions du jeu ne peuvent atteindre. Vous avez des versions également où les blocs sont soumis à la gravité d'une façon réaliste. Là, vous voyez qu'il y a des trous dans mon jeu, si je puis dire. Et donc que les blocs restent en suspension, alors que vous avez des versions de Tetris dans lesquelles une gravité fait tomber les pièces au fur et à mesure dans les trous, ce qui permet dès lors de créer des enchaînements, des combos, ce qui ajoute une autre dimension stratégique, évidemment, à la partie. Bon. Ce que je trouve alors intéressant avec Tetris, et c'est ce pourquoi j'ai eu envie de jouer à cette compilation, c'est que Tetris par excellence est un jeu de disparition. L'objectif de Tetris, ce n'est pas de créer en tant que tel, comme on pourrait créer dans un jeu d'aventure un personnage, ou dans un jeu de gestion, créer des villes. C'est un jeu où l'on doit faire disparaître les problèmes. On doit faire disparaître les lignes. Et donc, ça donne également une certaine philosophie du jeu vidéo que je trouve assez intéressante, qui est la place de la disparition dans le cadre du jeu vidéo. Puisque, là encore, c'est quelque chose qui est consubstantiel à l'exercice vidéoludique, mais qui n'est peut-être pas considéré en tant que tel. On associe généralement le jeu vidéo à des... dans une analyse, on va dire, assez... superficielle, à une sorte d'illusion de puissance où l'on cherche à créer des choses, on cherche à devenir plus puissant, à acquérir de nouveaux pouvoirs, de nouveaux objets d'inventaire, de nouveaux compagnons, d'acquérir de l'argent, d'acquérir tel ou tel artefact caché qui nous permet d'accéder à tel niveau, d'acquérir des clés, et ainsi de suite. Mais le jeu vidéo, et ce n'est pas réservé qu'à Tetris, est aussi un art de la disparition et de l'élimination. On élimine des ennemis, on élimine des obstacles, on élimine différents types de problèmes, on fait le vide autour de nous au fur et à mesure que nous jouons. Donc, jouer à un jeu vidéo, c'est donc à la fois créer, mais c'est tout autant détruire. Et c'est fascinant puisque on passe finalement dans certains types de jeux beaucoup plus de temps à faire l'un que l'autre. Que l'on pense par exemple aux jeux d'action, un jeu d'action comme Contra, comme Resident Evil, comme Metal Slug, que sais-je,
On cherche à détruire des ennemis, on cherche à vider des salles. Dans les RPG, on doit tuer des boss. Dans Mario, on tue des Goombas en leur sautant dessus. Bref, avancer dans le jeu vidéo, trouver des objets et de nouveaux pouvoirs semble indissociable d'une faculté de destruction qui lui est consubstantielle. Et ça a pu d'ailleurs lui être reproché par un certain nombre de critiques, jadis, maintenant encore, même si on les entend peut-être un peu moins, disons que le jeu vidéo est une activité éminemment violente, dans la mesure où l'on passe son temps à tuer, à supprimer des ennemis, des soldats, des obstacles, etc., plutôt que de faire quelque chose, et là c'est intéressant que la langue française nous donne cette opportunité-là, que l'on jugerait, au contraire, de constructif. Donc, le jeu vidéo navigue, il me semble, sur cette ligne de crête, en tant qu'activité, entre une dimension créatrice, on passe beaucoup de temps à créer dans le jeu vidéo, on crée évidemment dans des jeux type bac à sable, dans des logiciels de dessin ou de création de niveaux, comme Mario Maker par exemple, bon. Mais on crée également des stratégies, on crée des personnages, des builds, en fonction des objets qu'on découvre, des inventaires, des affordances, des situations qui apparaissent devant nous. On crée des histoires, on crée des raisons d'être de son personnage, et ainsi de suite. Et puis de l'autre côté, d'une même main, le jeu vidéo détruit. Détruit les obstacles, détruit les ennemis, détruit les portes fermées. Il peut faire le vide autour de lui. Ça, c'est un plaisir que je pouvais avoir, ou une nécessité que je pouvais avoir occasionnellement dans certains jeux. J'ai joué récemment, et j'ai fini récemment Dark Souls 2, dont j'ai parlé récemment aussi dans mon podcast Ludographie comparée, qui est donc la suite de Dark Souls, mais qui est un jeu très particulier, dans la mesure où, contrairement à l'épisode précédent, ah mince, c'est fini pour moi cette fois-ci, où l'on peut vider les niveaux d'ennemis en les tuant en boucle pendant un certain nombre de temps. Ils réapparaissent lorsque l'on se repose, et puis lorsqu'on les tue à peu près une dizaine de fois, ils disparaissent définitivement. Donc ça permet de vider progressivement des zones pour avancer plus sereinement, alors que l'on voit les capacités 3D de la console, avec cette barre de Tetris qui flotte au vent. Mais c'est là quelque chose donc, que moi, je m'amuse parfois à faire dans les jeux vidéo, de vider des niveaux, de leurs obstacles, de leurs ennemis. Oh mince, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais changer de mode de jeu pour passer à Dr Mario. Donc je vais relancer le jeu. En sachant qu'il n'y a pas de sauvegarde des scores, je crois, dans ce jeu, dans les souvenirs, ce qui me frustrait beaucoup quand j'étais petit. Parce que parfois je faisais de belles parties, mais il n'y avait aucun moyen de sauvegarder son score une fois la console éteinte. Il fallait prendre une photo ou une note de son score. Ma foi. Donc, le jeu vidéo avance assez souvent sur cette ligne, sur cette répartition assez particulière entre ce qui crée et ce qui l'aide à détruire. Et il y a un certain plaisir qui est propre au jeu vidéo, je trouve, dans la façon dont ces deux aspects se combinent afin de former l'expérience vidéoludique. On avance en détruisant, on crée en détruisant dans le jeu vidéo. Ah, mais me voilà me tromper de bouton encore une fois. Alors, jouons à Dr Mario.
On va garder Fever, qui est la musique de base. Et donc, voilà, il y a cet aspect-là que je trouve assez intéressant dans le cadre du jeu vidéo et qui m'a toujours intrigué, qui m'a toujours intéressé, même quand j'étais petit, je me rendais compte qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Que le jeu vidéo ne pouvait exister que s'il y avait une certaine part de destruction dans ses mécaniques propres pour qu'il puisse continuer à exister. C'est plus ou moins prononcé selon les jeux. Ouais. Mais... je trouve que ça marche assez bien. Alors... autre jeu de destruction, si je puis dire, Dr Mario, qui est la version Nintendo-esque, Mario du Puyo Puyo, qui est donc un jeu de puzzle, de réflexion, japonais quant à lui, qui a vraiment été créé à l'époque plus ou moins en réponse à Tetris. C'était la période où les puzzle games avaient une certaine popularité. Le principe du Puyo Puyo est assez différent de Tetris dans la mesure où il ne s'agit pas, comme dans Tetris, de faire des lignes, mais de faire des combinaisons d'objets. Et une fois qu'un certain nombre de ces objets sont en contact les uns avec les autres, ils disparaissent. Et l'objectif du jeu est donc de vider l'écran de ces éléments. Donc dans Dr Mario, le concept est assez simple. Il y a 3 petits virus de couleurs différentes et de formes différentes également, ce qui fait que le jeu peut être joué même sans distinguer les couleurs. Et donc là, je vais passer beaucoup de temps à l'époque sur la version Game Boy de Dr Mario, sur laquelle je m'amusais énormément. Et donc pour détruire ces virus, il faut les mettre en contact avec des pastilles, avec des gélules, des pilules de médicaments qui possèdent les mêmes couleurs. Et lorsque 4 gélules de la même couleur sont en contact, le virus disparaît et éventuellement le bout de pilule restant va pouvoir tomber. Car contrairement à Tetris dans son mode original, les pilules de Dr Mario sont quant à elles soumises à la gravité. Et dans les modes de difficulté élevés, c'est même un enjeu particulier de la partie pour vider les écrans que de chercher à faire des combos, des enchaînements, de la façon la plus efficace possible pour vider l'écran sans se faire déborder. Et là encore, on voit que, de la même façon que Tetris, Dr Mario, c'est un jeu qui nous apprend à créer et à détruire simultanément. On crée des enchaînements, on crée des situations de jeu, on crée des dispositions de pilules qui nous permettent d'avancer et de progresser dans la partie. Mais cette progression est directement liée à une destruction des obstacles que l'on rencontre. Et donc, à nous de faire en sorte de trouver le meilleur équilibrage entre cette création et la réussite de notre stratégie. C'est toujours très impressionnant, si vous en avez l'opportunité, d'aller voir des super players de Dr Mario, car ils ont une intelligence et une façon de visualiser l'aire de jeu qui leur permet de préparer des combos vraiment extraordinaires, des coups à l'avance, et donc de vider parfois tout un écran de jeu en un seul instant. C'est vraiment fascinant à voir, c'est un niveau de jeu que moi je n'ai jamais atteint évidemment, mais j'ai toujours trouvé ça fascinant. C'est même analysé en termes de versus fighting, Puyo Puyo. Tout à fait. Il y a pas mal de choses en commun entre les deux genres. Et d'ailleurs, donc là, c'est la version solitaire auquel je joue. Mais il y a, comme pour Tetris, des modes versus qui existent dans ce jeu. Et donc,
C'est très très possédé les gens qui commencent à le doser. Ouais. En mode versus, du coup, quand on réussit des enchaînements, des combos, on peut envoyer des briques ou des gélules déchets à son adversaire afin de le gêner dans la progression de sa partie. Mais ça peut être à double tranchant, puisqu'un bon joueur peut capitaliser sur ces déchets pour créer à nouveau de grands combos et ainsi renverser la vapeur sans qu'on ne s'en doute auparavant. Et c'est vraiment... Enfin voilà, ça fait partie des choses intéressantes que l'on peut observer dans la partie. Moi, j'ai jamais eu un niveau très élaboré à Dr Mario. Je me suis toujours contenté de jouer au niveau de difficulté les plus bas, on va dire. Mais voilà, j'y passais quand même énormément de temps. C'était l'un de mes plaisirs sur Game Boy que de jouer à ces jeux. Et c'est vraiment indissocié pour moi, indissociable d'une certaine partie de mon enfance, ce type de jeu de puzzle. Ça a été des jeux particulièrement populaires à leur époque, et même encore maintenant, on sait la fortune que peuvent avoir des jeux sur téléphone portable, sur les Bejeweled, les Candy Crush et que sais-je, qui puisent en fait dans le même filon. Il y a une évidence dans la construction de ce type de jeu qui ne cesse d'impressionner en fait, dans la façon dont on peut être rapidement accro à ce type de jeu. Et de la même façon que pour Dr Mario, voir des joueurs de très haut niveau jouer à Tetris, et notamment à des versions faites pour l'affrontement ou pour le jeu à très haut niveau, comme la série des Tetris Grandmaster, les TGM, c'est vraiment des choses qui peuvent donner le tournis. Qu'on peut avoir sans avoir de grammaire. Oui, c'est vrai que ce sont des jeux qui sont particulièrement évidents dans leur mécanique, dans leur forme, dans leur gameplay. Alors il y a toujours une part de grammaire, mais c'est vraiment des grammaires beaucoup plus immanentes, populaires, que des grammaires plus élaborées de jeux d'action, de jeux d'aventure, qui demandent à assimiler davantage de code par pratique et par imprégnation. Et c'est sans doute parmi les raisons qui ont pu faire leur succès jadis. Comme les premiers jeux de l'histoire de l'arcade ont été souvent associés à des jeux de labyrinthe, comme Pac-Man par exemple, ou Centipede, ou Snake, ce sont des jeux qui se comprennent immédiatement. On est câblé, l'esprit humain est câblé pour résoudre ce type de problème. On veut trouver des patterns, on veut trouver des schémas, on veut trouver la sortie des labyrinthes. Et la plupart des grands succès de l'histoire du jeu vidéo peuvent s'interpréter de cette façon-là. Ce sont des jeux de matching, hein, on essaye de mettre les couleurs ensemble, ou bien ce sont des jeux de labyrinthe où l'on doit trouver le meilleur chemin pour atteindre tel ou tel endroit. Hein, j'ai la conviction que beaucoup de jeux, même aujourd'hui parmi les plus élaborés, peuvent se réduire finalement à ce type de choses. Ouais, ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué à ces jeux finalement. Mes activités ludiques se sont concentrées vers des jeux plus narratifs ces derniers temps, et donc j'ai perdu le plaisir des puzzle games. Mais ça me fait plaisir d'y revenir de temps à autre. Je pense qu'avec cet écran, je vais terminer le stream de ce soir également. Car je me rends compte que je suis plus fatigué que je ne le croyais.
Donc je pense que l'on va s'arrêter ici. Hop. On va faire l'écran de Game Over pour que l'on voit les virus nous rire au nez. Et la musique très angoissante. Oh mon dieu. Cette musique était... ce petit jingle m'effrayait quand j'étais petit. Je la trouvais tellement oppressante. Bref. Hop. On va quitter le jeu maintenant. On va quitter Pegasus. Eh bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je suis pas dans la bonne fenêtre. Voilà. Tac. Mais oui, je pense que je vais m'arrêter pour ce soir. J'ai un léger mal de tête qui vient et je n'ai pas envie de l'aggraver davantage. Donc je vais arrêter ce petit stream sur le thème de la disparition ce soir. Merci à vous qui êtes passés, aux gens qui sont passés, qui sont intervenus même rapidement dans le chat ou qui m'ont écouté comme ça me fait toujours très plaisir. Je pense je pense que je pourrai faire un stream la semaine prochaine, j'espère, en étant un peu plus en forme. Sinon, comme toujours, comme précédemment, le stream sera disponible en replay sur Twitch pendant une semaine, si vous voulez le revoir ou revoir certaines parties. Et je l'uploaderai sur ma chaîne YouTube d'ici la fin de semaine. Voilà, pour archivage, si vous souhaitez y revenir plus précisément. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée, qui commence peut-être pour beaucoup, mais voilà, c'est ma reprise, donc j'ai pas envie non plus de cramer toutes mes cartouches immédiatement. Je vous souhaite une bonne soirée encore, merci d'être passé, et puis à une prochaine fois peut-être. Passez une bonne fin de semaine. Ciao.